Imagine un instant que tu sois assis dans une salle de réunion à Washington. Autour de la table, il n'y a pas de diplomates nerveux ni de journalistes. Il n'y a que des cartes du monde. Et sur ces cartes, une immense masse blanche attire toujours le regard. Le Groenland. Silencieux, froid, presque vide, mais jamais ignoré. Quand tu entends pour la première fois que les États-Unis veulent acheter le Groenland, ta réaction est immédiate. Tu souris, tu crois à une blague, un excès de langage, une provocation médiatique. Personne n'achète des territoires au XXIe siècle. Du moins, c'est ce que tu crois. Pourtant, l'histoire économique se moque de tes intuitions modernes. Elle fonctionne avec des règles anciennes, des règles simples. Celui qui contrôle l'espace contrôle le temps. Celui qui contrôle le temps contrôle les flux. Et celui qui contrôle les flux finit par contrôler la richesse. Le Groenland n'est pas une île comme les autres. Ce n'est pas un pays tropical convoité pour ses plages ou son tourisme. C'est une infrastructure géographique, un actif brut, un multiplicateur de puissance. Et dans un monde qui redevient conflictuel, ces actifs redeviennent précieux. Pendant des décennies, tu as vécu dans une illusion confortable, celle d'un monde globalisé, fluide, interconnecté, où la géographie semblait secondaire. Les marchandises voyageaient librement, les ressources arrivaient toujours à temps, l'énergie semblait abondante, les routes commerciales étaient stables. Ce monde n'a jamais été naturel, il était subventionné. Subventionné par la sécurité militaire américaine, par le pétrole bon marché, par une confiance artificielle dans la stabilité du système. Et aujourd'hui, ce système est en train de se fragmenter. Quand la mondialisation ralentit, quand les chaînes d'approvisionnement se cassent, quand les tensions montent, la géographie revient brutalement au centre du jeu. Les détroits, les routes maritimes, les points de passage, les zones polaires, tout ce qui semblait marginal devient stratégique. Le Groenland est exactement à cet endroit, à la jonction de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Arctique. Une position que personne ne pouvait vraiment exploiter tant que la glace rendait tout impraticable. Mais la glace fond, lentement, puis plus vite que prévu. La fonte de l'Arctique n'est pas seulement une catastrophe climatique, c'est aussi une révolution économique silencieuse. De nouvelles routes maritimes apparaissent, des routes plus courtes, moins chères, moins dépendantes des points de blocage traditionnels comme Suez ou Malacca. Si tu contrôles ces routes, tu ne gagnes pas seulement du temps de transport, tu gagnes de l'influence. Tu peux surveiller, taxer, sécuriser, bloquer, et surtout, tu peux empêcher tes rivaux d'en faire autant. Les États-Unis ont compris cela depuis longtemps, bien avant que le sujet devienne populaire, bien avant que les médias s'en emparent. Pour eux, le Groenland n'est pas une curiosité diplomatique, c'est une assurance stratégique. Mais la géographie n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre partie est enfouie sous la glace, littéralement. Le Groenland est assis sur certaines des réserves de ressources les plus convoitées du XXIe siècle. Terres rares, uranium, nickel, cobalt, métaux critiques. Tu entends souvent parler de transition énergétique, de voitures électriques, d'éoliennes, de panneaux solaires. Ce discours est séduisant, propre, moral, mais il cache une réalité brutale. La transition énergétique est une transition minière. Chaque batterie, chaque turbine, chaque infrastructure verte nécessite des quantités massives de métaux. Et ces métaux ne poussent pas sur les arbres. Ils sont extraits, raffinés, transportés. Et aujourd'hui, une grande partie de ces chaînes est contrôlée par un seul acteur, la Chine. Pour les États-Unis, cette dépendance est devenue insupportable. Pas moralement, stratégiquement. Une économie qui dépend de son rival pour ses ressources critiques est une économie vulnérable. Le Groenland offre une alternative, une source potentielle de matières premières située dans une zone politiquement alignée avec l'Occident, une opportunité rare de sécuriser l'avenir industriel et militaire sans passer par des adversaires géopolitiques. Mais alors, pourquoi acheter? Pourquoi ne pas simplement investir, influencer, négocier? Parce que le monde est en train de changer de phase, et dans cette nouvelle phase, le contrôle indirect ne suffit plus. Les États ne veulent pas seulement des partenariats, ils veulent des garanties, des actifs tangibles, des leviers qu'on ne peut pas leur retirer au premier choc géopolitique. L'histoire économique est remplie de décisions similaires. Quand les États-Unis ont acheté l'Alaska, l'opinion publique a ri. Une terre glacée, inutile, trop loin, trop chère.
Aujourd'hui, personne ne remet en question cette décision. Même chose pour l'achat de la Louisiane, une dépense massive à l'époque, une folie apparente. Et pourtant, sans cette acquisition, les États-Unis ne seraient jamais devenus la puissance continentale qu'ils sont aujourd'hui. Ces décisions ont un point commun. Elles ont été prises avant que leurs valeurs ne deviennent évidentes, avant que le reste du monde ne comprenne ce qui était en jeu. Acheter le Groenland s'inscrit exactement dans cette logique. C'est une décision impopulaire, moquée, mal comprise, et c'est précisément pour cela qu'elle est révélatrice. Les grandes puissances n'agissent pas quand tout le monde est d'accord, elles agissent quand cela semble inutile, quand le coût paraît excessif, quand le bénéfice n'est visible que pour ceux qui pensent en décennies. Il y a aussi une dimension militaire que tu ne peux pas ignorer. Le Groenland est une plateforme de surveillance idéale. Il permet de contrôler l'Atlantique Nord, de détecter des missiles, de surveiller les mouvements russes. Pendant la guerre froide, cette position était déjà cruciale. Aujourd'hui, elle redevient centrale. L'Arctique se militarise, la Russie y déploie des bases, la Chine s'y projette indirectement, et les États-Unis ne peuvent pas se permettre de rester passifs. Acheter le Groenland, ce n'est pas un caprice, c'est un signal, un message clair envoyé au reste du monde. La géographie compte à nouveau, et l'Amérique entend rester au centre du jeu. Ce signal n'est pas destiné aux électeurs, il est destiné aux stratèges, aux militaires, aux planificateurs de long terme, à ceux qui savent que les cartes du monde sont en train d'être redessinées. Mais cette stratégie a un coût financier, un coût diplomatique, un coût symbolique. Et c'est là que la résistance apparaît. Officiellement, le Groenland refuse. Le Groenland n'est pas à vendre, la souveraineté n'est pas négociable. Le discours est ferme. Mais le simple fait que la discussion existe montre que quelque chose a changé. Le Groenland n'est plus périphérique, il est redevenu central. Et une fois qu'un territoire devient central dans l'histoire économique, il ne redevient jamais invisible. Pour les habitants du Groenland, cette situation est ambiguë. Plus d'intérêt signifie plus d'investissement, plus d'emplois, plus d'infrastructures, mais aussi plus de pression, plus de dépendance, plus de risques. C'est toujours ainsi que fonctionnent les zones stratégiques. Elles deviennent importantes non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles représentent dans un jeu qui les dépasse. Et ce jeu n'est jamais neutre, il ne récompense pas l'innocence, il récompense la capacité à comprendre les règles avant les autres. Si tu observes cette histoire sans émotion, sans idéologie, tout devient cohérent. Acheter le Groenland, c'est acheter du temps, du contrôle, de la flexibilité stratégique. Et dans un monde où les crises se multiplient, le temps est la ressource la plus rare. Ce qui te semblait absurde commence alors à prendre forme. Ce n'est plus une blague, c'est un avertissement. Un avertissement que le monde est entré dans une ère où l'histoire économique recommence à parler fort. L'histoire économique suit toujours le même rythme, lentement, silencieusement, puis brutalement. Les changements majeurs ne s'annoncent jamais avec des fanfares, ils commencent par des décisions incomprises. Acheter le Groenland appartient à cette catégorie, une décision qui paraît ridicule aujourd'hui, mais qui dans 20 ou 30 ans sera étudiée comme une évidence stratégique. Tu as grandi dans un monde où les frontières semblaient figées, où les territoires étaient des lignes sur une carte. Mais pour les grandes puissances, ces lignes sont toujours négociables, directement ou indirectement. Ce qui a changé, ce n'est pas la logique, c'est le contexte. La stabilité relative de l'après-guerre est en train de se dissoudre. Les États se préparent à un monde plus fragmenté, plus conflictuel, plus incertain. Dans ce monde, les ressources comptent plus que les discours, les routes comptent plus que les promesses, la capacité à sécuriser l'avenir compte plus que la popularité immédiate. Les États-Unis ne sont pas les seuls à penser ainsi. La Chine investit massivement dans les infrastructures stratégiques, les ports, les mines, les routes. Elle ne le fait pas par idéologie, mais par calcul. La Russie, de son côté, militarise l'Arctique. Elle sécurise ses accès, elle prépare le futur. Même affaiblie économiquement, elle comprend la valeur de la géographie. Face à ces mouvements, l'inaction devient un choix risqué. Et dans l'histoire économique, l'inaction coûte souvent plus cher que l'action. Acheter le Groenland, c'est aussi empêcher d'autres acteurs de le faire. C'est verrouiller une option stratégique avant qu'elle ne devienne inaccessible. Ce type de raisonnement est inconfortable. Il rappelle une époque que beaucoup aimeraient oublier. Mais l'histoire ne se soucie pas de ce que tu aimerais. Elle se répète, encore et encore, avec des acteurs différents, des technologies nouvelles, mais des mécanismes identiques.
Chaque fois que le monde entre dans une phase de tension, les grandes puissances sécurisent l'espace. Chaque fois qu'une transition technologique majeure apparaît, elle sécurise les ressources. Le Groenland se situe exactement à l'intersection de ces deux dynamiques. Transition énergétique, transition géopolitique, transition climatique. Tu peux choisir de voir cette histoire comme une excentricité américaine, ou tu peux la voir comme un symptôme. Un symptôme que le monde est en train de redevenir brutalement réel, que les abstractions financières et morales laissent place à des calculs froids. Dans ce monde, la naïveté est un luxe que peu peuvent se permettre. La vraie question n'est donc pas de savoir si les États-Unis réussiront à acheter le Groenland. La vraie question est de savoir combien d'autres décisions similaires sont en train d'être prises loin des caméras pendant que l'attention se porte ailleurs. L'histoire économique ne te dit jamais quoi penser. Elle te montre ce qui arrive à ceux qui refusent de regarder. Le Groenland n'est pas une blague, c'est un signal faible devenu visible. Et comme toujours, ceux qui comprendront le signal trop tard paieront le prix fort. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas être cynique, c'est être lucide. Parce que dans le monde réel, l'avenir appartient rarement à ceux qui se contentent d'en rire. Il appartient à ceux qui savent reconnaître un schéma quand il se répète. Et cette fois encore, l'histoire économique te montre exactement où regarder.